Messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de presse. L'actualité étant très chargée, les sujets abordés très nombreux, je m'efforcerai, pour ne pas être trop long dans mon propos liminaire, d'évoquer l'essentiel. Nous pourrons par la suite, lors des questions-réponses, traiter le sujet ou bien approfondir les sujets déjà abordés. Dans mon propos liminaire, je commencerai par les questions diplomatiques avant d'aborder les sujets domestiques, en particulier la lutte contre la Covid-19. Mais avant toute chose, je tenais, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, à rendre hommage à la mémoire de l'éco-garde Jean-François Ndon Obam, mortellement blessé par balle samedi à Mekambo, dans le cadre de ses fonctions. Sa mort tragique nous rappelle à tous combien ce métier est dangereux et partant combien nous devons respecter ces hommes et ces femmes qui défendent, trop souvent au péril de leur vie, le patrimoine naturel de notre pays. J'en viens maintenant à l'agenda international du Président de la République, un agenda extrêmement chargé ces dernières semaines. Durant ce mois de mai, le chef de l'État s'est rendu à Londres, capitale du Royaume-Uni, dans le cadre d'une visite de travail. Visite qui avait pour essentiel 3 objectifs. Le premier, asseoir la position du Gabon sur la scène internationale en matière de défense du climat, de l'environnement et de la biodiversité. Le second, avancer dans les négociations sur l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Le troisième, renforcer la coopération, notamment sur le plan économique entre le Gabon et le Royaume-Uni. Sur le premier objectif, la défense du climat, de l'environnement et de la biodiversité. Chacun sait ici que le Gabon est un acteur de tout premier plan sur la scène internationale. La prochaine va venir s'entretenir avec les autorités britanniques. En matière de défense de l'environnement, preuve que le Gabon est un acteur majeur, je vous rappelle l'appel conjoint lancé par le président de la République Ali Bongo Ondimba et son homologue du Costa Rica, M. Carlos Alvarado Quesada du Costa Rica, en faveur de la conclusion d'un nouvel accord mondial pour lutter contre le trafic d'animaux sauvages, appel qui a rencontré un très large écho. Autre preuve de l'importance de notre pays en ce domaine, prioritaire car il s'agit, je vous le rappelle, du combat du siècle. La participation du chef de l'État au sommet sur le climat organisé le 22 avril dernier par le président américain Joe Biden, sommet dont les participants ont été triés sur le volet. Sur le second objectif, l'adhésion au Commonwealth, l'enjeu pour notre pays est majeur, notamment en termes économiques et de développement, mais aussi sur le plan géopolitique. À l'heure de la mondialisation, il est important que le Gabon s'ouvre à de nouveaux partenariats, à de nouveaux horizons. Or, le Commonwealth est une famille, une grande famille de 54 États qui interagissent, et c'est un point important, sur un principe d'égalité et de respect réciproque, notamment sur leur souveraineté nationale. Le but pour le Gabon n'est pas de rejeter, comme j'ai pu entendre ou lire ça et là, ces anciennes alliances. Non, le but est de les compléter, de les enrichir avec de nouveaux partenariats. Cela s'inscrit dans le mouvement initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, durant la dernière décennie, qui a vu le Gabon augmenter sensiblement son niveau de coopération avec les pays émergents comme la Chine, l'Inde, la Russie ou encore l'Indonésie. Les entretiens qu'a eus à ce sujet, et je vais y venir, le président de la République lors de sa visite de travail à Londres, ont été particulièrement concluants. À l'heure où je parle, je peux dire que le Gabon est en très bonne voie pour adhérer à l'organisation du Commonwealth. Mais il appartiendra, le moment venu, au chef de l'État d'officialiser la nouvelle quand les choses seront effectives. Sur le troisième objectif, le renforcement de la coopération, notamment économique avec le Royaume-Uni, on reste dans la même veine. Le développement du Gabon dépend pour une bonne part de sa capacité à attirer des investissements extérieurs. Le président de la République en a bien conscience. C'est pourquoi il profite de chaque occasion, de chaque opportunité pour faire valoir notre pays et ses avantages. Au XXIe siècle, la diplomatie, c'est surtout et parfois avant tout la diplomatie économique. Au final, la visite de travail à Londres du président de la République, dont je viens de décliner les 3 principaux objectifs, a été un véritable succès. Non seulement parce que les 3 objectifs que j'ai déclinés ont été remplis, mais aussi parce que cette visite a été ponctuée par une série de rendez-vous de très haut niveau, avec le prince Charles, avec le Premier ministre britannique, M. Boris Johnson, ou encore avec la secrétaire générale du Commonwealth, Mme Patricia Scotland. L'accueil très chaleureux, réservé au président de la République,
la considération qui lui a été témoignée sont le signe de l'importance jouée par le Gabon sur la scène internationale. Si on considère la taille de notre population, nous ne sommes pas un très grand pays. Mais si l'on considère notre influence sur la scène internationale, alors nous jouons dans la cour des grands. Et ça, nous le devons en grande partie à son Excellence le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Rappelez-vous les propos il y a quelques mois du représentant de l'Organisation des Nations Unies au Gabon, M. Stephen Jackson, et je cite « Le Gabon est un petit pays par la taille, mais qui boxe largement au-dessus de sa catégorie. » Fin de citation. On mesure aujourd'hui la portée de ces propos. J'en viens maintenant aux questions domestiques. Pour des raisons de temps, je me limiterai dans ce propos liminaire, tout au moins, à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Je serai bref à ce sujet, tout simplement parce que chacun ici a suivi l'allocution radio-télévisée du Président de la République vendredi soir, ainsi que la conférence de presse du gouvernement le lendemain. Je voudrais simplement dire deux choses à ce sujet. Premièrement, il faut rendre hommage à la stratégie des autorités gabonaises en matière de riposte. Si le Président de la République a annoncé un allègement des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est parce que les bonnes options ont été prises au bon moment, c'est-à-dire dès l'apparition de la seconde vague épidémique. La réactivité a été la clé. Résultat, le taux de contamination journalier s'est effondré. Il oscille désormais aux environs de 50, contre près de 450 il y a encore un mois. Un nombre important de vies ont ainsi été épargnées. Il faut également saluer le lancement réussi de la campagne de vaccination. Jusqu'à présent, tout s'est bien déroulé. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 14 000 personnes vaccinées. Durant les prochaines semaines, la campagne de vaccination va monter en puissance. Ce qui compte, c'est la dynamique, car l'évolution de la courbe de vaccination ne sera pas incrémentale, c'est-à-dire progressiste, mais exponentielle. Sachant cela, je laisse de côté les polémiques inutiles dont on s'en rendra compte a posteriori qu'elles n'ont servi à rien, comme souvent. Deuxièmement, je voudrais redire ici ce que j'ai écrit vendredi soir sur Facebook. Nous n'en avons pas complètement fini avec le virus. Continuons donc de respecter les gestes barrières et faisons-nous vacciner. C'est la meilleure des protections pour vous comme pour vos proches. Cela vaut pour nous tous. J'ai commencé mon propos liminaire en saluant la mémoire d'un authentique héros, cet éco-garde assassiné samedi à Mékambo dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, je voudrais conclure ce propos en évoquant d'autres héros, les militaires que le Président de la République a décorés samedi à l'occasion de la célébration de la Saint-Georges. Ils sont, eux aussi, des exemples, des modèles car ils incarnent les vraies valeurs, le courage, la bravoure, le don de soi et le sens patriotique. Des valeurs que nous devons inculquer à notre jeunesse, a fortiori à une époque où la promotion des antivaleurs sur les réseaux sociaux et hélas dans certains médias est devenue fréquente, trop fréquente. C'est sur cette réflexion que je vous laisse méditer que s'achève mon propos liminaire. Passons maintenant, si vous voulez bien, aux questions-réponses. Monsieur. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour. Alors, actualité oblige. Oui. Nous allons évoquer la question de notre cher compatriote, d'éco-garde, décédé à Mékambo. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu face à ce qui se passe à Mékambo lorsqu'on sait que les populations ont dû interpeller à maintes reprises l'attention des gouvernants pour que le conflit homme-faune trouve une solution. Mais rien n'a été fait. Et puis, au final, on se retrouve avec un drame. La première question. La deuxième, c'est sur le Commonwealth. L'État gabonais a-t-il fait une étude préalable sur le plan diplomatique pour se rassurer de ce que son adhésion au Commonwealth n'aura pas des incidents auprès de ses anciens partenaires? Et sur le plan économique,
puisque le pays connaît des difficultés financières. Est-ce qu'il y a eu un plan qui a été élaboré pour que l'adhésion du Gabon au Commonwealth puisse être profitable au Gabon? Merci. Sur l'incident arrivé à Mékambo, je pense que faire le raccourci de dire que le conflit homme-faune a mené à la mort de son compatriote est un mauvais raccourci. Sur ce que le gouvernement va faire et a déjà fait, vous n'êtes pas sans savoir que suite aux événements qu'il y a eu à Mékambo, une délégation du gouvernement a été envoyée sur place. Elle a été composée du ministre de la Défense nationale et du ministre d'État, Mekam, qui est en charge de l'intérim du ministre de l'Intérieur. Il était question de pouvoir engager un dialogue franc et direct avec les populations, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État. Car malgré les difficultés auxquelles font face les populations, on ne peut accepter qu'il y ait des actes de saccage auxquels on a pu assister. Sur le fait que vous disiez qu'il n'y ait jamais rien eu sur des conflits hommes-faunes, ce n'est pas vrai. Il y a différents programmes qui sont mis en place. Il y a même dans Logo et Vindo des barrières électriques qui ont été mises en place pour empêcher les pachydermes d'aller sur les plantations. Il y a des résultats qui ne sont pas encore à la hauteur, malheureusement, mais l'État et le gouvernement continuera de travailler pour qu'on n'arrive plus à de telles situations. Sur votre seconde question sur le Commonwealth, il s'agit là d'une volonté d'adhésion qui est historique. Il y avait déjà eu des premières discussions il y a quelques années. Il y a aujourd'hui une accélération. Ce n'est pas quelque chose que l'État prend à la légère en se réveillant un matin et en décidant qu'on va rejoindre le Commonwealth. Bien sûr qu'il y a des études, bien sûr qu'il y a des discussions. Sur le volet économique, comme vous l'avez dit, le Commonwealth représente 2,2 milliards d'habitants. Les chiffres donnés même par le Commonwealth, c'est que les membres entre eux aboutissent à des échanges commerciaux 20% plus rapidement que dans la normale, que des échanges entre pays qui ne sont pas membres de l'organisation et qui coûtent aussi 20% moins cher. Donc, ce sont des opportunités pour le pays, ce sont des opportunités pour notre population, à l'image de la zone de libre-échange continentale qu'on est en train de développer avec l'Union africaine. Maintenant, vous parliez des incidences sur les partenaires. Pourquoi nos partenaires historiques prendraient mal le fait qu'on veuille s'ouvrir à d'autres partenaires? Ce n'est pas parce qu'on discute avec une personne qu'on abandonne l'autre. La volonté du Gabon et du président de la République, c'est de développer de nouveaux partenariats qui puissent bénéficier tout simplement à son pays et à sa population. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec le Commonwealth qu'on ne travaillera plus avec nos partenaires historiques. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé, par exemple, je le disais dans mon propos liminaire, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde ou l'Indonésie, qu'on a mis de côté nos partenaires historiques. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais la vision et l'objectif à terme, c'est de pouvoir multiplier les partenariats et, comme le dit souvent le président de la République, tout ce qui permettra de développer notre pays et de nous amener des marges de manœuvre qui permettront d'améliorer le bien-être des populations et d'améliorer la situation économique de notre pays. Freddy. Freddy Moussonda, de la rédaction de Média 241. Alors, monsieur le porte-parole, vu qu'on parle de partenaires historiques, la France en est un. On a vu le Gabon absent lors de la dernière rencontre sur le sommet des relances des économies africaines. Selon certains observateurs de la vie politique du pays et même du continent, cela dénote d'un malaise entre le Gabon et la France. Que répondez-vous à cela? Et pour revenir sur le Commonwealth, le président de la République a séjourné récemment en Grande-Bretagne. Vous l'avez d'ailleurs souligné dans votre propos liminaire. Il a notamment milité pour l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Concrètement, en quoi cela va impacter la vie des populations gabonaises? J'ai une dernière question qui sera en rapport avec la conférence, avec le discours à la nation du président de la République en fin de semaine dernière, celui relatif justement à l'annonce de la levée de certaines mesures restrictives prises dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.
Ces mesures expliquées en long et en large par le gouvernement, en tête desquelles le Premier ministre samedi dernier, visent certes à alléger les mesures barrières, mais on a l'impression que ces mesures visent également à rendre la vaccination obligatoire alors qu'elle était censée être volontaire. C'est du moins ce que pensent certains Gabonais vus sur les réseaux sociaux et même en dehors. Que répondez-vous à cela, monsieur le porte-parole? Sur la première question, sur le sommet en France sur les économies africaines, je le dis et le redis, le Gabon et la France ont de bonnes relations. Ce qu'il faut savoir sur le sommet organisé sur les économies africaines, c'est qu'il a été organisé à peu près en automne 2020, en période de Covid. Donc le format a été restreint aux représentants des organisations régionales et sous-régionales, et notamment aux signataires de l'appel lancé par le président français Emmanuel Macron le 15 avril 2020, raison pour laquelle le Gabon n'était pas présent. Sur les relations qui existent entre la France et le Gabon, je vous prendrai un seul exemple. Le Gabon était invité au sommet Afrique-France à Bordeaux, qui a été reporté du fait de la pandémie. Donc, sur des questions diplomatiques, on est toujours présent, on travaille toujours avec la France. Sur des questions économiques, on est des partenaires privilégiés. On a de grandes entreprises françaises qui sont ici, on peut parler du groupe Eramet avec la Comilogue ou Cetrag, et on a de nombreux échanges. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sur le Commonwealth, je le disais dans mon propos liminaire en répondant à la question précédente, il y a un intérêt économique. Je le redis, c'est un marché de 2,2 milliards de personnes. Au moment où on a la promotion des échanges sud-sud sur notre continent, c'est un avantage de faire partir de ces organisations-là, parce que ça permet de faciliter les échanges, d'accélérer les traités commerciaux. Et c'est un intérêt aussi diplomatique, comme je le disais, de faire partie de cette famille où il y a 54 pays, en espérant qu'on soit le 55e. Sur la vaccination, les décisions qui ont été prises ont toujours été basées sur l'aspect scientifique. Les mesures de restriction et de protection pour les populations partaient d'un postulat simple. Quelles décisions fallait-il prendre pour protéger les populations, pour éviter la propagation du virus? Et on est arrivé aux différentes mesures que vous connaissez, le couvre-feu, la limitation des déplacements, la limitation du nombre de personnes dans les réunions. Aujourd'hui, on a cette solution qui est la vaccination, qui est présente. La campagne a été lancée, on a à peu près 14 000 personnes qui ont été vaccinées. Ces personnes-là, encore sur une base très scientifique, ont un double avantage d'être vaccinées. La première chose, c'est que le vaccin empêche de développer les formes graves de Covid. Donc si vous êtes touché par la Covid, ça vous évite d'aller en réanimation, d'aller aux urgences et de passer par exemple sous assistance respiratoire. Le second point, c'est que les personnes vaccinées ont moins de chances de contaminer d'autres personnes. Donc, si on revient sur cette base scientifique-là, le seul but, c'est de se dire les personnes vaccinées ont moins de chances de contaminer d'autres personnes, donc ils peuvent circuler. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a une alternative, c'est la vaccination, mais on a gardé aussi la possibilité pour les personnes qui veulent aller au restaurant de présenter un test PCR, qui veulent aller à l'intérieur du pays de présenter un test PCR négatif. Donc oui, la vaccination n'est pas obligatoire. Ensuite, elle est très fortement recommandée. Parce qu'aujourd'hui, le respect des gestes barrières plus la vaccination apparaissent comme les deux solutions vers le retour à la vie normale. Et la seule volonté de l'État, du chef de l'État et des Gabonaises et des Gabonais, c'est de revenir à cette vie normale-là. Et la vaccination et les gestes barrières, comme je l'ai dit, apparaissent comme les solutions. Madame. Michel Tini, journaliste Gabon 24. Alors, monsieur le porte-parole, il y a eu une forte communication sur la task force
jusqu'ici, on ne voit pas trop de retombées. La task force sur la dette. Le Gabon vient de lancer un nouvel emprunt obligataire. Est-ce une énième opération de communication? Nous déplorons tous le décès de cet éco-garde, mais qu'est-ce qui est mis véritablement en place pour ces personnes-là qui sont au quotidien, au front? Est-ce que ces personnes-là sont outillées? Est-ce que ces personnes sont suffisamment outillées? La troisième question, c'est l'ancien Premier ministre Ntoutoumé Mane parle de nausée quand il voit la situation du pays. Quel est votre commentaire là-dessus? Alors, sur la task force sur la dette intérieure, il y a des éléments qui sont tangibles. Avant de venir sur ces éléments-là, il faut rappeler ce qui a été fait. Il y avait une dette intérieure qui était très élevée. Une équipe a travaillé pour s'assurer que la dette qui était présentée était réelle. Pour dire les choses de façon simple, pour les 1000 francs CFA qui ont été dépensés, est-ce que le travail a été fait? Est-ce qu'il a été bien fait ou non? Ça a permis, d'annuler certaines dettes, car le travail n'avait pas été fait, et ça a permis aussi de relancer certains chantiers. Sur les éléments tangibles, je peux vous en donner plusieurs. On a relancé, grâce à la task force dette intérieure, la construction d'un nouveau bâtiment à la maternité du CHUL. On a, grâce à la task force dette intérieure, relancé des chantiers de route. On a, grâce à la task force dette intérieure, relancé des chantiers au Prytanée militaire. Sur les routes, vous avez Olumi, vous avez Angondje. Donc, il y a un retour concret. Et un autre retour concret que je vais donner sur cette task force, ordonnée par le président de la République et pilotée par le coordinateur général des affaires présidentielles, c'est les entreprises qui, aujourd'hui, ont pu récupérer les fonds. Parce que dans cette task force-là, dans cette dette intérieure, il y avait malheureusement des entreprises qui réclamaient des dettes qui n'existaient pas, mais il y avait aussi des entreprises qui avaient fait le travail et qui, depuis des années, attendaient que leurs créances soient recouvrées. Donc vous avez des entreprises, des centaines d'entreprises, qui aujourd'hui ont pu récolter le fruit de leur travail. Et c'est une bonne chose parce que ça leur donne une bouffée d'oxygène, ça leur permet parfois de relancer leur entreprise ou de retravailler dans l'économie et de créer de l'emploi. Et donc, il y a vraiment un impact positif. Sur l'emprunt obligataire, il ne s'agit pas d'une campagne de communication. Vous savez, le gouvernement a retravaillé sur le plan d'accélération de la transformation. Le plan d'accélération de la transformation, c'est une adaptation du plan stratégique Gabon émergent. Pourquoi on arrive à ce plan d'accélération de la transformation? Pour une raison simple. Au moment où le plan stratégique Gabon émergent a été fait, entre le départ et aujourd'hui, il y a eu différentes variables. C'est comme dans un ménage, vous faites des plans, vous dites « je vais construire ma maison sur 5 ans », sauf que vous avez certains problèmes qui vous amènent à faire des arbitrages. Le gouvernement a fait la même chose. Et dans ces arbitrages-là, il y a des priorités qui ont été menées. Et pour qu'elles soient menées à bien, on a fait appel à cet emprunt obligataire. Dans ces priorités-là, il y a l'éducation, par exemple. Il y a une semaine environ, 10 jours, on était à l'université Omar Bongo, parce que même en période de crise sanitaire, l'État a investi 4,8 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions d'apprentissage. Et c'est un début. Le PAT, c'est ça. On va aller sur certaines priorités qui sont l'éducation, la santé, les infrastructures, pour s'assurer que dans le temps imparti, tous ces différents projets et chantiers puissent être bouclés. Enfin, sur l'ancien Premier ministre et maire de Libreville, on peut trouver ce commentaire dommage, surtout à la vue de l'affaire qui est sortie sur le grand marché de Libreville. On a appris, et ça a été jugé à la Chambre de commerce internationale de Paris, que dans le cadre du grand marché de Libreville, il y a eu un pacte corruptif qui désigne clairement et incrimine clairement M. Jean-François Ntoutoumé Mane. De ce fait, le procès que l'entreprise avait fait contre la République gabonaise, ils l'ont perdu. Et ils ont été amenés à payer une amende
en faveur de la République gabonaise. Ce que je trouve dommage, c'est que très souvent, les grands donneurs de leçons sont ceux qui peuvent avoir des choses à se reprocher. Et actuellement, M. Jean-François Ntouméman, ancien Premier ministre, ancien maire de Libreville, on va dire, se retrouve un peu rattrapé par les déboires qu'il a commis. Parce que du fait que ça a été jugé, aujourd'hui, la culpabilité a été clairement établie. Voilà. Sur l'éco-garde, c'est ce que j'ai répondu à vos collègues. On a des éco-gardes qui sont sur le terrain, qui travaillent à préserver le patrimoine naturel de notre pays. Sur le conflit homme-faune, il y a différents projets qui ont été mis en place. Il y a des programmes qui ont été mis en place. Il y a les barrières électriques pour protéger les plantations. La volonté du président de la République, c'est qu'il y ait une accélération de tous ces programmes pour qu'on n'arrive plus à de telles situations. Je ne vais pas trahir un grand secret, il y a des discussions notamment avec une ONG qui a mis en place des programmes dans d'autres pays pour régler ce conflit homme-faune. Mais ce sera au ministère de l'Environnement de donner tous les détails là-dessus et de donner un rétro-planning prévisionnel sur quand est-ce que ces programmes pourraient être mis en place de façon plus généralisée pour qu'on n'arrive plus à de telles situations. Monsieur. Adrien Marotte de l'AFP. Monsieur le porte-parole, je voulais savoir quelles sont et quand sont les prochaines étapes d'adhésion au Commonwealth pour le Gabon. Alors, sur le Commonwealth, il y a eu une première mission qui est venue à Libreville, qui a rencontré différents acteurs politiques, que ce soit les présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale, que ce soit des présidents de partis politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition, que ce soit des représentants de la société civile. La première chose à dire, c'est que, comme très rarement dans notre pays, ils étaient tous d'accord sur le fait que ce soit une bonne chose. Ça a été déjà un bon démarrage. Suite à la rencontre avec le secrétaire général en charge du Commonwealth, il y a différents aspects administratifs à rendre. Il a été notamment demandé à la République gabonaise de fournir différents documents. Je vais vous le dire, il y a environ 700 pages à traduire en anglais. Par la suite, il y aura une deuxième mission qui viendra sur Libreville pour s'assurer de différents aspects, après quoi la candidature sera présentée aux autres membres du Commonwealth qui voteront. Si tout se passe comme prévu et que du fait de la Covid, il n'y ait pas trop de ralentissement, on peut espérer une validation de la candidature du Gabon lors du prochain sommet du Commonwealth qui devait se tenir à Kigali, mais qui a été reporté. Si ça ne se fait pas lors du sommet de Kigali, ce sera sûrement lors du prochain sommet. Voilà pour les prochaines étapes. Yves Laurent. Merci, monsieur le porte-parole. Je reviens sur la situation de Mékambo. Oui. Elle dure depuis quelques jours déjà, mais on a déploré le silence des autorités. La seule source d'information pour savoir ce qui se passait là-bas, ce sont les réseaux sociaux avec tout ce que vous pouvez imaginer de distorsion de l'information. Et maintenant, vous nous apprenez qu'il y a 2 membres du gouvernement qui étaient là-bas. On a appris via les réseaux sociaux qu'il y a eu des exactions de la part des agents de force de l'ordre. On a vu aussi sur les réseaux sociaux un maire, le maire de Mékambo, humilié dans une commune. Monsieur le porte-parole, puisqu'il y a 2 ministres qui étaient sur place et pas les moindres, quel est le bilan de ce qui se passe à Mékambo en termes d'interpellation? On déplore le décès de ce compatriote, mais qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Deuxième question, c'est sur la dette. Vous nous avez dit à propos du travail de la task force que l'objectif était de parvenir à payer à courte échelle les entreprises dont la créance était de moins de 70 millions de francs, je crois 70 millions de francs CFA. Et la deuxième étape devait être les entreprises qui avaient un peu plus, moins de 300 millions de francs CFA. Alors, aujourd'hui, en termes de grandeur, quelle somme l'État
a déjà dépensé, même si l'argent n'aime pas le bruit. Merci. Sur Mékambo, sur le silence des autorités. Comme je vous l'ai dit, il y a une mission avec 2 ministres qui sont allés sur place. Il y a eu des faits qui ont été commis et il y a une enquête qui est en cours. Il y a eu la même interrogation lors de la conférence de presse du gouvernement au ministre de la Défense, qui a répondu tout simplement que l'enquête était en cours et que quand les différents éléments de réponse auront été produits, ils pourront communiquer dessus. Sur les faits qui sont donnés sur les réseaux sociaux, je vais revenir sur un point qui me semble important. Le premier travail de journaliste, c'est la vérification des sources. On a assisté ce week-end à des écritures d'articles diffamatoires et que je qualifierais même de nauséabonds pour la recherche peut-être du clic, peut-être du buzz, pour avoir la primauté sur une supposée information. J'ai lu par exemple que l'éco-garde qui était décédé du fait d'échanges de tirs entre l'armée et les parcs nationaux, ce qui n'a jamais existé. On a sur les réseaux sociaux retrouvé les photos de ce jeune compatriote qui était mort, sans penser à l'impact que ça peut avoir sur sa famille, qui peut-être n'était pas encore informée du décès de ce monsieur. Donc il y a un devoir de réserve à avoir vis-à-vis de la diffusion de ces fausses informations ou informations, et il y a un travail à faire pour les journalistes de vérifier si c'est vrai ou non. Pour parler du silence, il y a eu hier un communiqué de presse du ministère des Eaux et Forêts qui revenait sur les différents faits. Maintenant, il faut laisser le temps à la justice de pouvoir mener ses enquêtes et de pouvoir amener à une conclusion sur ce qui s'est passé, quelles en sont les raisons et qui sont les fautifs ou non. Sur la dette, comme je vous ai dit, il y a eu différentes actions, dont le fait de régler certaines créances, notamment les entreprises qui avaient une dette de moins de 70 millions. Il y avait aussi des entreprises qui avaient une dette de moins de 100 millions, mais pour les détails, je vous laisse vous rapprocher du ministère de l'Économie, qui pourra vous donner tous les détails sur les décaissements qui ont été faits à ce jour, sur les entreprises qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Libre à vous après de mener un travail d'investigation et de trouver des chefs d'entreprise qui seront très heureux de dire qu'ayant travaillé pour l'État, ils ont pu obtenir le fruit de leur travail. Monsieur. Le porte-parole Ryan Dengui de la rédaction du Radio Gabon. Monsieur le porte-parole, les Gabonais, notamment certains jeunes, les étudiants, ont applaudi demain la réhabilitation, sinon le projet de réhabilitation et de construction de l'université Omar Bongo en cours. Mais à ce jour, monsieur le porte-parole, qu'en est-il des autres universités du pays, l'USTM de Franceville, l'Université des sciences de la santé et d'autres projets tels que la construction de l'université des métiers du bois de Boué, où en est-on avec des universités qui étaient prévues dans les villes de Mouila et d'autres provinces, que sais-je encore. À côté de cela, monsieur le porte-parole, vous avez évoqué ici la réhabilitation des routes. Où en est-on avec le projet de la Transgabonaise qui a été lancé, rappelons-le, il y a quelques mois, parce que certaines personnes, sinon les populations, déplorent à ce niveau un manque de communication. Merci. Sur la réhabilitation de l'université Omar Bongo, je vais enlever le terme de projet parce qu'aujourd'hui c'est effectif. Vous allez sur place, il y a des pavillons qui ont été rénovés, il y a des amphithéâtres qui ont été rénovés, et tout cela a été fait, comme je dis, avec la mise en place d'un budget très important de 4,8 milliards de francs CFA, et cela en période de crise sanitaire et donc de crise économique. Suite à cette visite, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé le fait que l'étape suivante était notamment la réfection de l'USTM. Donc, c'est quelque chose qui est dans le pipe, qui est dans le calendrier et qui va arriver. Sur les autres universités, je vous laisse vous rapprocher du ministère, je ne voudrais pas vous donner d'informations erronées. Mais on note tout de même qu'il y a des efforts conséquents dans le domaine de l'éducation
et de l'enseignement supérieur. Au-delà des universités, on a des salles de classe qui ont été rénovées, on a des salles informatiques qui ont été faites, que ce soit au lycée Léomba, au lycée d'État ou au lycée technique, il y a une dynamique qui est lancée, parce que ça fait partie des priorités du chef de l'État. Ensuite, sur la transgabonaise. Je le disais lors de la dernière conférence de presse, il est vrai qu'on a au Gabon une sensation sur les projets d'immédiateté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet structurant, on s'imagine que si on fait une route, on se lève demain matin, on emmène des engins, on fait une route. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des étapes. Il y a les études d'impact environnemental, il y a les études techniques. Par la suite, sur le projet de la transgabonaise, il y a aussi le fait que sur le tracé de la transgabonaise, vous avez des populations qui habitent. Donc ces populations-là doivent être prises en compte, et je pense que la société, la SAG, la Société des autoroutes du Gabon, a communiqué dessus, sur le fait qu'ils aient rencontré les populations, ils les ont identifiées, et actuellement, ces populations sont en train de recevoir des défraiements parce qu'elles vont devoir se déplacer pour qu'il y ait les chantiers. Ne pas oublier aussi qu'on était en période, en saison des pluies. Donc les grands travaux sont très rarement lancés quand on a ces périodes de saison des pluies. Et on espère justement que cette fin de saison des pluies va pouvoir permettre d'accélérer le lancement du chantier, on va dire, de façon effective, et que les populations puissent voir les engins et qu'on puisse voir les améliorations de tracés, etc., dans les prochains mois. Donc, le projet suit son cours. Il y avait des étapes préparatoires qui ont été faites. On espère dans les prochaines semaines que le démarrage, on va dire, effectif des travaux puisse se faire. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour. Je suis Désiré Mézougué, agence gabonaise de presse. Oui. Avec votre permission, je voudrais revenir sur deux actualités, notamment récemment le BNP Paribas. D'accord ? Concernant le litige avec la famille présidentielle, BNP a été mis en examen. Voilà. On peut avoir votre réaction sur cette question. Une autre question de diplomatie internationale. En ce qui concerne récemment, la RDC a annoncé sa candidature au siège de membre permanent, non permanent du Conseil de sécurité. D'accord ? Et quelque temps avant, le Gabon avait entretenu la même démarche. Qu'en est-il réellement aujourd'hui ? D'accord. Sur la première question, sur la mise en examen de BNP Paribas, qui rentre dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. Je ne fais pas de commentaires sur les affaires de justice qui sont en cours. Toutefois, je vais quand même apporter une précision. La presse a fait les choux gras de cette affaire en parlant du clan Bongo. C'est une volonté notoire d'inclure tout le monde ou un oubli de précision. La précision qui est importante et qui est de taille, c'est que le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, n'a jamais été mis en cause ou entendu dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Il y a des personnes qui ont été entendues, qui ont été interrogées, qui sont mises en cause, mais en tout cas, le président de la République ne fait pas partie de ces personnes-là. C'est une précision qui est importante et qui est de taille. Sur le second point de la candidature de la République démocratique du Congo au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous rappelle que l'Union africaine a endossé officiellement les candidatures du Ghana pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et du Gabon pour ce qui est de l'Afrique centrale. L'Union africaine a fait un gros travail de réforme sur son organisation, sur ses instances et sur ses textes. Ça fait partie, pour moi, du premier grand test pour savoir ce qui va être fait. Ce que je peux vous dire du côté du Gabon, c'est que le Gabon a suivi une démarche légitime et légale.
ce qui a amené à ce que l'Union africaine endosse la candidature du Gabon. Maintenant, il revient à la Commission de l'Union africaine, qui est, on va dire, le garant du côté juridique, de s'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, je vous renvoie à la décision de l'Union africaine qui endossait la candidature, officiellement la candidature du Ghana et du Gabon. Si vous en avez besoin, mes services pourront vous partager cette décision et vous pouvez voir de vous-même ce qui en est. Monsieur, après. Moral Monjo de la rédaction de Gabon Media Time. Oui. Alors, monsieur le porte-parole, j'aimerais revenir sur la gestion de la crise la gestion financière de la Covid, Oui. Qui a été évoquée lors de la conférence de presse du gouvernement. Il se dit que le président de la République aurait reçu le rapport d'enquête mené par le Parlement. À quel moment l'exécutif entend communiquer pour dire aux Gabonais combien nous a coûté cette crise? Sur la gestion financière de la Covid-19, il y a beaucoup de fantasmes autour de la gestion de cette pandémie. On a parlé de Covid business, on a parlé de mise en place de mesures pour que l'État puisse demander des aides étrangères. Il n'en est rien. Ce que je peux vous rappeler, c'est que l'État a pris ses responsabilités et qu'on a pris des mesures salvatrices aussi bien sur le sanitaire que sur l'économique. Je reprends encore un exemple, la prise en charge de la Covid-19. Le fait que les tests soient gratuits. Dans les autres pays, ils coûtent entre 30 000 et 55 000 francs CFA. Donc vous prenez le nombre de personnes qui a été testées, vous multipliez par le nombre, vous avez un chiffre. Je vous rappelle encore que la prise en charge de la Covid-19 est gratuite. Une personne Covid-19 qui n'a pas de complications, en moyenne, l'ordonnance est entre 45 et 50 000 francs CFA. Vous prenez le nombre de cas positifs, vous le multipliez par ce nombre-là, vous avez une dépense. Dans le cadre de la gestion de la Covid-19 et juste de la prise en charge, vous prenez toutes les personnes qui ont dû être hospitalisées, c'est un coût. Vous prenez les personnes qui ont dû être en réanimation, c'est un autre coût. Vous multipliez par ce nombre de personnes-là, vous avez le coût de la gestion. Au-delà de ça, on peut parler des investissements sur le laboratoire Professeur Gaouma, qui sert aujourd'hui pour la Covid-19 et qui servira demain. On peut parler du travail des équipes de santé, qu'elles soient civiles ou militaires, qui sont mobilisées jour et nuit pour pouvoir travailler sur la riposte de la Covid-19. Ça a un coût. Maintenant, sur le rapport d'enquête parlementaire, je vous rappelle juste que c'est le gouvernement qui a demandé cette enquête parlementaire-là. C'est l'ancien Premier ministre qui a déclaré que, voulant être transparent sur la gestion de cette crise et notamment sur la gestion financière, il souhaitait qu'il y ait une enquête parlementaire. Donc, je n'ai pas l'information sur le fait que l'enquête ait été transmise au président de la République, mais je peux vous assurer que quand ce sera le cas et qu'il faudra rendre compte aux populations sur la gestion de cette pandémie-là, ce sera fait. Et que s'il y a eu des abus ou des actes malveillants, la sanction tombera. Monsieur. Hans Mebalé de la rédaction du quotidien L'Union. J'aurais principalement deux questions. La première, elle est relative au discours à la nation du président de la République le 28 mai dernier. Il signifiait dans celui-ci que les passagers à destination du Gabon qui seraient éventuellement testés positifs seraient conduits au niveau des structures hôtelières. Qu'en est-il de la prise en charge de ces personnes? Ensuite, dernière question, la situation des étudiants gabonais au niveau du Sénégal. Des vidéos circulent depuis quelques heures montrant quelques Sénégalais rentrant dans des habitations des Gabonais et versant un liquide appelé de l'acide. Est-ce que vous avez un retour à ce sujet? Si oui, votre commentaire. Je vous remercie. Sur le discours à la nation du président de la République, je vais rectifier ce que vous avez dit. Ce qui a été dit, c'est qu'à partir du 15 juin, tous les passagers internationaux qui arrivent au Gabon devront être en quarantaine de 24 heures. Cette quarantaine de 24 heures s'applique aussi bien aux nationaux qu'aux résidents
qu'aux touristes, qu'ils soient d'affaires ou, on va dire, de divertissement. Cette quarantaine de 24 heures, elle a un objectif. C'est de s'assurer que la personne qui arrive au Gabon, quand elle est testée, elle soit isolée et qu'elle reçoit son test Covid négatif. Vous n'êtes pas sans savoir que la dangerosité aussi aujourd'hui, ce sont les variants. Les variants sont majoritairement importés. Donc, ces personnes qui arrivent seront envoyées en quarantaine le temps de recevoir le résultat de leur test PCR. S'ils sont positifs, ils seront pris en charge par le dispositif du comité de pilotage qui existe déjà actuellement, tout simplement. Mais cette mesure, c'est avant tout pour qu'on puisse préserver les bons résultats qu'on a eus aujourd'hui, préserver les populations et éviter que l'on arrive sur une troisième vague qui obligerait l'État à prendre encore des mesures de prévention qui seraient difficiles pour la population. Pour ce qui est du Sénégal, on revient sur la dangerosité des réseaux sociaux. Dans cette vidéo qui a très fortement circulé et qui a interpellé les autorités, on apprend que des Gabonais auraient été victimes d'un jet d'acide par nos frères et amis sénégalais. Suite à cette vidéo, l'ambassade s'est rapprochée des personnes des auteurs de cette vidéo. Ils ont été reçus par l'ambassade. S'il revient des premières informations, c'est que ces jeunes étudiants revenaient à leur résidence suite à une soirée, entre 2h30 et 4h du matin, et qu'ils ont été victimes d'une tentative de braquage. Lors de cette tentative de braquage, il y a eu un jet de produit. Ils ont été pris directement en charge par la police, ils ont porté plainte, ils ont été envoyés dans un hôpital de la place où, heureusement, ils ne souffraient que de quelques contusions, de quelques blessures, et que le jet d'acide en question était en fait un détergent pour le carrelage. Encore une fois, je souhaite sensibiliser les personnes sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur la différence entre la réalité et l'interprétation que l'on peut avoir. Ici, il s'agit d'un incident isolé. Il ne s'agit pas d'une attaque envers les Gabonais vivant au Sénégal, il ne s'agit pas d'une animosité entre nos deux peuples, mais le fait de vouloir développer ce narratif-là peut amener à des conséquences qui sont dramatiques. Donc il faut que les gens fassent preuve de mesure et n'entretiennent pas un amalgame qui serait une mauvaise chose pour nos deux pays. Jérôme. Jérôme Obangom, journaliste pour Reuters. Monsieur le porte-parole, tout en déplorant la mort du compatriote, je reviens sur la situation de Menkambo. Est-ce que, au-delà de ce drame, de cette perte de notre compatriote, le président de la République comprend la colère des populations de Menkambo qui n'ont peut-être que leur plantation et partant, c'est les populations d'autres coins du Gabon aussi qui sont dans qui vivent la même situation. Est-ce que le président de la République comprend la colère des populations de Menkambo? Sur la situation de Menkambo, comprendre la colère, oui. Tolérer les faits qui ont été commis à Menkambo, non. Les accepter, non plus. On est arrivé à une situation, on a eu des populations qui ont exprimé leur mécontentement, et elles ont le droit. Cependant, il y a une forme pour ça. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes mécontent, aller détruire des édifices publics. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes mécontent, vous attaquer aux personnes qui représentent l'État. Maintenant, le président de la République a à cœur les préoccupations quotidiennes des populations. S'il y a des programmes qui sont en place sur le conflit homme-faune, c'est parce que le président de la République y tient. Et il était justement lui-même allé voir ces fameuses barrières électriques près de Makoko.
si le gouvernement envoie 2 ministres, une délégation de ministres pour rencontrer les populations, c'est parce que le président de la République a donné consigne pour que ces membres du gouvernement puissent aller discuter avec les populations, savoir quelle est la situation, quelles sont les voies d'amélioration, mais aussi rappeler qu'on est dans un état de droit. L'état de droit, c'est qu'on a un mécontentement, il y a des façons de l'exprimer. Mais en aucun cas, on ne peut aller vers une violence physique, vers la destruction de biens publics ou sur des conclusions dramatiques comme on l'a vu avec le décès de notre compatriote. Dernière question. Steve Roméo Makanga, de la rédaction de Congossa News. Alors, ma question est relative à la gestion de la crise sanitaire par le Gabon. Et elle est très précisément sur le couvre-feu, qui est l'une des mesures les plus contraignantes et difficiles à vivre par les populations. Alors, on sait que cette question est difficile, comme je le disais tantôt. Certains pays africains ont abordé la question assez différemment. En Afrique du Sud, par exemple, on sait que le couvre-feu là-bas, c'est entre minuit et 4 heures du matin, et que même la présentation d'un carnet de vaccination avant d'entrer dans un établissement de commerce et autres n'est absolument pas exigée. On sait par exemple qu'à côté, dans la sous-région au Cameroun, le couvre-feu a disparu depuis belle lurette. Même le port de Max est complètement mis de côté. Au Togo, c'est la même chose. Au Mali, c'est la même chose. Le couvre-feu a disparu un peu partout, même en Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir de quel modèle s'inspire le Gabon pour maintenir une mesure qui est vraiment très difficile à vivre par les populations. Merci. De quel modèle s'inspire le Gabon pour ces mesures? Des modèles qui fonctionnent. Je ne dis pas que nos voisins n'ont pas de modèle qui fonctionne, mais pourquoi le couvre-feu? Je vais vous donner un exemple concret. La volonté, c'est d'éviter que le virus circule. D'accord? Donc, à part les déplacements essentiels, que ce soit pour le travail, pour faire ses courses, etc., on essaye de minimiser les interactions sociales. Adossé à ce couvre-feu-là, on a la fermeture des établissements, notamment des bars qui sont réouverts, ou des boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé tout simplement scientifiquement que plus vous buvez d'alcool, et moins vous faites attention. Donc, on prend ces décisions-là pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'interactions, que le virus ne se remette pas à circuler, qu'on n'ait pas une hausse des contaminations et qu'on soit obligé de repartir sur des mesures encore plus strictes. Sur l'exemple de l'Afrique du Sud, ce week-end, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'ils vont devoir resserrer les vis et qu'ils vont devoir reprendre des mesures encore plus fortes. Sur les pays qui ont décidé de ne pas mettre en place de couvre-feu, on ne peut que saluer si ça fonctionne, mais le principe qui a toujours été mis en place pour le Gabon, c'est le principe de précaution. C'est de s'assurer que nos populations soient protégées. Je reprends sur le rôle de la presse. Quand il y a eu une étude londonienne pour dire qu'il y aurait 1000 ou 10 000 morts au Gabon, tout le monde l'a reprise. Qu'est-ce qu'on ne nous aurait pas dit si on avait eu 10 000 morts au Gabon? Qu'on a privilégié l'économie sur les personnes? Qu'on a privilégié l'argent sur les Gabonaises et les Gabonais? Ça n'a pas été le cas. On a pris des décisions, certes, difficiles. On a des mesures qui viennent changer notre quotidien, mais on ne les prend pas pour le plaisir. On le prend pour protéger les populations, pour s'assurer qu'on ait des bons résultats. Et si aujourd'hui on a l'un des taux d'incidence les plus bas d'Afrique, si on a aujourd'hui sur le nombre de tests par rapport à la population l'un des plus élevés du continent, c'est parce qu'on a su prendre ces décisions-là. Et ce que je peux vous dire, et je le répète, c'est que l'État et le président de la République prendra toujours ses responsabilités pour préserver la vie des Gabonaises et des Gabonais. Même si parfois ça mène à prendre des décisions qui peuvent être impopulaires. Parce que diriger un pays, ce n'est pas rentrer dans le populisme. Ce n'est pas forcément toujours faire ce qu'on attend de nous. C'est de se dire, on a une responsabilité collective, on doit protéger nos populations, on doit prendre les décisions pour, et on doit s'assurer qu'à la fin de cette crise,
on ait perdu le moins de compatriotes possible. Et ça, c'est la priorité numéro 1 dans le cadre de la gestion de la riposte face à la Covid-19. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre présence. C'était un plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. Faites-vous tester, faites-vous vacciner. Et à très bientôt.